Dans ce chapitre, nous allons parler de l'atmosphère, de la circulation atmosphérique, de la contamination de l'atmosphère et des sources d'énergie éolienne et solaire avec leurs avantages, leurs inconvénients, ainsi que du système Terre-Lune. Alors, l'atmosphère est très importante pour la vie sur la Terre parce qu'elle filtre les rayons dangereux du Soleil, donc les rayons principalement ultraviolets, mais aussi des rayons X. Une petite partie des rayons ultraviolets traverse l'atmosphère, mais la grande majorité est arrêtée, puis tous les rayons X sont arrêtés par l'atmosphère, sinon ben, la vie ne serait pas possible. Ça maintient aussi un climat propice à la vie, c'est-à-dire que l'atmosphère crée un effet de serre. Cet effet de serre naturel est très important puisqu'il permet de maintenir une température moyenne à la surface de la Terre d'environ 15 degrés Celsius. S'il n'y avait aucun effet de serre autour de la Terre, bien, les températures moyennes seraient de moins 18 degrés Celsius environ, ce qui veut dire que l'eau liquide n'existerait pas et donc la vie telle qu'on la connaît ne pourrait pas exister non plus. Ensuite, l'atmosphère contient des gaz nécessaires à la respiration cellulaire, n'est-ce pas, le dioxygène, et à la photosynthèse, le CO2. Vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose à propos de la composition de l'atmosphère. Savoir que les deux gaz principaux sont le diazote, donc environ 78%, et le dioxygène, environ 21%. Tous les autres gaz qu'on pense aux vapeurs d'eau, dioxyde de carbone, l'hélium, le méthane et tout ça, ça représente environ 1% de l'atmosphère. Alors, une caractéristique très, très importante de l'atmosphère, c'est la pression atmosphérique. Donc, c'est la pression de l'air dans l'atmosphère. Alors, pour comprendre ça, pensez un petit peu à lorsque vous nagez à la surface de l'eau dans une piscine, puis vous plongez plus profondément, bien là, vous sentez de la pression sur vos oreilles. Alors ça, c'est la pression de l'eau qui s'exerce sur les tympans de votre oreille. Bien, nous, on est dans une espèce de bassin, sauf qu'au lieu d'être de l'eau, c'est de l'air, et on est au fond de ce bassin, n'est-ce pas? On est relativement proche du niveau de la mer. Et donc, c'est cette pression atmosphérique que l'on subit dans des conditions spécifiques, c'est-à-dire de temps sec puis à 20 degrés Celsius. Au niveau de la mer, la pression est de 101,3 kPa. Alors ça, c'est une valeur importante à retenir. 100,3 kPa. Alors, si on fait des calculs de qu'est-ce que c'est 1 pascal, 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré. Si on mesure l'intensité du champ gravitationnel de la Terre et ainsi de suite, on peut déterminer qu'on subit une masse d'environ 1 kg par centimètre carré sur la Terre, okay, au niveau de la mer. Et puisque nous, on est habitué de vivre là-dedans, on ne ressent pas des effets négatifs. Et bien sûr, puisque c'est un fluide, bien, cette pression-là s'exerce de toutes parts sur nous. Mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer, par contre, lorsqu'on monte en élévation, n'est-ce pas? Si vous êtes dans un ascenseur ou si vous montez une montagne élevée, bien, vous allez sentir que la pression diminue. C'est pour ça que parfois les tympans débloquent, admettons. Donc, qu'est-ce qui crée la pression atmosphérique? Bien, la pression atmosphérique est le résultat des collisions entre les particules d'air. Alors, nous allons voir d'un petit peu plus près comment ces collisions ont lieu et qu'est-ce qui fait que ça augmente et diminue les collisions et la pression atmosphérique. Donc, les deux facteurs qui ont un effet sur la pression atmosphérique, c'est le nombre de particules dans l'air et la température. Comment est-ce que la variation de l'altitude a un impact sur la pression atmosphérique? Alors, puisque la pression atmosphérique va augmenter s'il y a plus de collisions, bien, quand on monte en élévation, bien, il va y avoir moins de particules, donc moins de collisions. Donc, la pression atmosphérique va diminuer. Quand on est au niveau de la mer, ou par exemple au niveau où on est, disons, à Montréal, qui est quand même relativement proche du fond de ce bassin d'air, admettons, de l'atmosphère, bien, la pression est plus forte parce qu'il y a plus de collisions entre les particules. Donc, plus on monte, moins de collisions, pression atmosphérique diminue. Plus on descend, plus de collisions, donc pression atmosphérique augmente. Très important. L'autre facteur, c'est la température.
Alors, qu'arrive-t-il à la pression d'un gaz dans un système ouvert si on augmente la température des particules? Donc, pensez par exemple à une bonbonne d'aérosol. Si vous la chauffez trop, la pression va augmenter, la bonbonne pourrait éclater. Mais dans un système ouvert, si on chauffe les gaz, bien, les particules vont se mettre à bouger plus vite et en bougeant plus vite, vont se mettre à s'éloigner. Donc, quand on chauffe un objet, quand on chauffe l'atmosphère, quand l'atmosphère se réchauffe, les particules d'air vont bouger plus vite, elles vont avoir tendance à s'éloigner. Donc, si elles s'éloignent, il y a moins de collisions. Donc, s'il y a moins de collisions, la pression atmosphérique va diminuer. Si on diminue la température, les particules vont avoir tendance à se rapprocher. Donc, en se rapprochant, elles vont créer plus de collisions. Donc, la pression va augmenter. Bien sûr, ça, c'est un système dynamique. Et puis, c'est un système qui a tendance à s'équilibrer. Donc, la pression augmente, les particules s'éloignent, la pression diminue, les particules se rapprochent, et ainsi de suite. Les particules qui ont une température plus élevée, la masse volumique va être moins grande, avoir tendance à monter, et ainsi de suite. Donc, la pression, puisqu'elle est dynamique, ça veut dire qu'il va y avoir des zones autour de la Terre de plus faible pression et des zones de plus grande pression. Et ça va engendrer des mouvements d'air. Donc, certaines régions de la Terre sont réchauffées alors que d'autres ne le sont pas, n'est-ce pas? Quand il fait jour, ben, le Soleil va réchauffer une partie de la Terre, l'autre partie n'est pas réchauffée. Donc, ça crée des différences de température, donc des variations de pression atmosphérique. Après ça, ben, il y a l'altitude, il y a des accidents de surface de la Terre, n'est-ce pas, de la géographie, disons, là, les montagnes, ainsi de suite. Alors, tout ça finit par créer des mouvements d'air qu'on va étudier d'un petit peu plus près. La plupart des phénomènes météorologiques qui nous affectent ont lieu dans la troposphère, c'est-à-dire la couche de l'atmosphère où nous, on vit. Après ça, il y a quelques phénomènes météorologiques qui peuvent avoir lieu plus haut dans la stratosphère, mais qui nous affectent beaucoup moins. Alors, voyons voir comment l'air circule dans l'atmosphère. Il y a deux phénomènes qui assurent la circulation atmosphérique, donc le mouvement de l'air. Euh, donc, la convection qui est due à la densité inégale des masses d'air et l'effet de Coriolis qui est généré par la rotation de la Terre. Donc, si on regarde la surface de la Terre près de l'équateur, comparée à la surface de la Terre plus près des pôles, ou disons plus loin de l'équateur, que ce soit au nord ou au sud, un rayon solaire, un rayon de soleil, va frapper une plus grande surface plus près des pôles, disons, à cause de la forme de la Terre, n'est-ce pas? Donc, le rayon va être distribué sur une plus grande surface que près de l'équateur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, ça veut dire que l'air ici est réchauffé plus que l'air à cette latitude-ci. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir de l'air plus chaud ici et de l'air plus froid ici. Donc, de l'air plus froid, pression plus élevée, air plus chaud, pression moins élevée. Et ça va engendrer un mouvement qui s'appelle un mouvement de convection. Alors, dans le mouvement de convection, l'air chaud à une pression plus faible va avoir tendance à être poussé par l'air plus froid qui a une pression plus grande, pression atmosphérique plus grande. L'air plus chaud va avoir tendance à monter. Les températures vont diminuer, les particules d'air vont se rapprocher en haute atmosphère et vont avoir tendance à redescendre et donc ça va engendrer un cycle de convection, un mouvement de convection comme ceci. Même chose vers le sud, donc ça monte, ça redescend et ça en va comme ça. Donc ça, c'est en théorie. Après ça, il y a un autre phénomène qui a lieu, c'est-à-dire la rotation de la Terre. Ce qui fait que non seulement l'air a tendance à monter puis à redescendre, mais à cause de la rotation de la Terre, l'air a tendance à être dévié. Donc de l'air qui descendrait en théorie dans cette direction-là, à cause de l'effet de Coriolis, va être dévié d'un côté ou de l'autre selon qu'on est dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. On ne rentrera pas beaucoup en détail sur l'effet de Coriolis, juste savoir que c'est un des
un des facteurs qui affectent le mouvement de l'air. Okay. Si la Terre ne tournerait pas, ce serait juste le mouvement de l'air du nord vers le sud qui aurait lieu, mais l'effet de Coriolis entraîne le mouvement perpendiculaire.